Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette courte vidéo de présentation des vestiges Carthrotz. Les Carthrotz, en français ornières de chariot, sont des ornières qui marquent les sols rocheux de nombreux endroits de la planète. Les Carthrotz présentés dans cette vidéo se trouvent en Italie, en Sicile et en Espagne, mais on trouve ce genre de vestiges un peu partout autour du bassin méditerranéen. Sardaigne, Malte, Portugal, Turquie, ainsi que plus au nord de l'Europe et sur d'autres continents, Amérique du Nord, Amérique centrale, Inde, Chine. Ces chemins et ces ornières sont parfois attribués par l'archéologie conventionnelle à des chaussées romaines ou à des routes étrusques, mais une bonne observation de ce style de vestige est suffisante pour se rendre compte de l'ineptie de cette théorie moderne. Ces ornières sont souvent accompagnées de cavernes et de baptistériums, ce qui démontre le caractère sacré de ce style d'architecture, et se trouvent parfois dans le fond de chemins réalisés dans la pleine masse des rochers, le tout formant des ensembles architecturaux homogènes et appartenant à un même style d'architecture troglodytique. Les bons observateurs de ce style de vestige ont remarqué que ces ornières ne semblent ni résulter d'un taillage avec des marteaux et des burins, ni même résulter du passage répété d'un chariot sur des sols durs, mais plutôt d'un enfoncement d'une sorte de chariot dans des surfaces rocheuses de différentes natures qui semblent avoir été plus molles à l'époque et qui se sont solidifiées au cours du temps. La meilleure comparaison que l'on peut prendre sont des ornières d'empreintes de véhicules dans de la boue à notre époque. En considérant avec beaucoup de chercheurs que les théories avancées par la science moderne sur notre passé sont pour le moins peu satisfaisantes, voire complètement absurdes, je vous propose et vous invite à opposer la science moderne, sans rejeter les avancées que celle-ci peut nous apporter dans certains domaines particuliers, à la science sacrée des civilisations traditionnelles telles que la cosmogonie, la cyclologie, la mythologie, le symbolisme, l'ésotérisme et la métaphysique, et de replacer les vestiges de notre passé dans la conception traditionnelle du temps cyclique et qualifié et dans la doctrine traditionnelle des 4 âges de l'humanité. Ces ornières sont parfois, mais pas toujours, accompagnées d'empreintes ovales en leur milieu, ce qui pourrait bien attester du fait que ces présupposés chariots étaient tirés par un être humain ou par un animal. Replacé dans la doctrine traditionnelle des 4 âges de l'humanité, ce style de vestige est proto-historique et il est caractérisé par son aspect général de pâte à modeler, ce qui confirme les enseignements contenus dans la cosmogonie et la mythologie concernant un passé où le monde était plus éthéré, plus subtil, plus proche de la source originelle que le monde du cycle cosmique actuel, ainsi que le processus de solidification du monde, admirablement bien décrit par des auteurs traditionalistes du siècle dernier, tels que René Guénon dans son ouvrage Le règne de la quantité et les signes des temps, ou bien encore Jean Faure dans le cycle de l'humanité adamique, pour ne citer qu'eux. La cosmogonie est une science traditionnelle qui se rapporte à la création du monde ou à sa manifestation, et qui nous décrit le processus cosmogonique comme un ordre hiérarchique qui s'étend depuis le principe originel du cosmos jusqu'à la matière solide à travers le cycle de l'humanité avec ses 4 âges. En considérant l'aspect général de pâte à modeler de ce style d'architecture et en considérant les données fournies par la science traditionnelle, on peut donc logiquement penser que ce style de vestige date d'une époque proto-historique, l'âge d'argent, le Treta Yuga, où le monde était dans un état plus proche du principe originel et donc plus subtil, moins solidifié que l'état du monde du cycle actuel, l'âge de fer, le Kali Yuga, qui est plus matérialisé et plus éloigné du principe originel. On peut aussi remarquer que ce style d'architecture proto-historique, réalisé dans la pleine masse des rochers, est souvent surmonté et entouré par un ou plusieurs styles d'architecture différents, composés de pièces cellulaires de taille plus ou moins grande et avec une qualité d'assemblage plus ou moins grande. Il existe 3 principaux styles d'architecture différents appartenant à 3 différentes périodes de l'humanité à distinguer. Sur ce sujet, je renvoie les auditeurs aux travaux du chercheur péruvien Jesus Gamarra et à la cosmogonie des 3 mondes. L'absence de traces matérielles concrètes concernant les moyens mis en œuvre pour la réalisation des vestiges de l'architecture du premier monde et de ceux du second monde doit signifier que ces moyens de construction ressortissent moins à l'ordre physique qu'à la mise en jeu de forces appartenant à des ordres plus élevés tels que l'ordre psychique et l'ordre spirituel. La réalisation des ornières Carthrotz et du style d'architecture auquel elles appartiennent
l'architecture du premier monde, ne doit donc pas seulement être expliquée sur une base technologique et matérielle, mais avant tout avec la compréhension des données fournies par la science sacrée, nous décrivant le processus de solidification du monde et la terrible atrophie spirituelle de l'humanité au cours du temps. J'espère avoir réussi à vous expliquer brièvement la conception du temps des civilisations traditionnelles, qui n'est bien évidemment pas du tout la même que celle de la plupart des chercheurs de notre époque moderne, profane, progressiste, matérialiste et scientiste. Les vérités fondamentales sont toujours accessibles grâce aux données fournies par la sagesse traditionnelle et par ses commentateurs qualifiés, mais elles ne sauraient évidemment pas s'imposer à ceux qui refusent de les prendre en considération. Vous pouvez retrouver mes travaux sur ma chaîne YouTube Tiki Viracocha ainsi que sur mon blog axecosmique.wordpress.com. Merci pour votre attention et bonne continuation à tous. Salut Grégory. Salut Jean-Baptiste. Salut, donc on démarre ensemble cette série de capsules liées au Cartrust en Méditerranée. Donc ces vestiges mystérieux et énigmatiques un peu que l'on retrouve partout sur la planète. Hein. Et d'autres capsules nous emmèneront sur leurs traces et c'est le cas de le dire. Donc nous irons à Malte par exemple avec Mick Obday, qui nous fera faire un petit tour de l'île et nous montrera ce qu'il a vu là-bas. Nous suivrons aussi dans une autre capsule Loïc Occhipenti, qui nous amènera sur l'île des Açores cette fois-ci. Et puis également, je vous amènerai pour une autre capsule sur le sud de la France, où je suis allé voir de nombreux sites où on retrouve aussi ces traces. Pour toi, donc, ces capsules Cartrust que tu nous as présentées, c'est en Italie et en Espagne que ça se passe cette fois-ci. Donc, pour ce qui est de l'interview maintenant, j'ai préparé un petit diaporama avec tous les sites ou à peu près qu'on retrouve en Espagne et en Italie, et je les ferai défiler un petit peu derrière nous pendant qu'on discutera. Mais pour te lancer dans notre interview, je te propose une image, un schéma, c'est celui de Jean Faure avec le cycle de l'humanité. Et donc, je pense que ça va te servir à introduire un petit peu sur toi, ce que tu penses de tout ça, ta façon de voir les choses, et puis à quoi tu t'intéresses et ce de quoi tu veux nous parler. Ok. Donc voilà à quoi ressemble ce schéma et je te laisse nous le commenter et nous l'expliquer. Donc. Oui, donc moi, les vestiges que nous venons de voir dans la vidéo que j'ai réalisée, qui vous montre des Cartrutz, donc les ornières de chariot, je les replace donc dans une perspective traditionnelle du temps cyclique et qualifié, dont on voit ici un graphique à l'écran. Donc, il faut savoir que pour les sociétés traditionnelles, les anciennes civilisations, elles n'avaient pas la même conception du temps que la conception du temps de l'homme moderne, qui voit le temps comme quelque chose de linéaire et d'évolutif, tandis que les sociétés traditionnelles avaient une vision du temps cyclique et qualifiée. Et donc, ces vestiges, moi, je les replace dans la doctrine traditionnelle des 4 âges de l'humanité que nous voyons ici à l'écran. C'est donc la doctrine des 4 âges avec l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et l'âge de fer. Ces 4 âges correspondent dans la tradition hindoue au Krita Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga et Kali Yuga. Ah oui. Et donc moi, les vestiges Cartrutz et d'une manière générale les vestiges troglodytiques, donc c'est-à-dire réalisés dans la pleine masse des rochers et qui ont une apparence de pâte à modeler, je dirais, je les replace dans l'âge d'argent, c'est-à-dire dans le premier monde de la cosmogonie des 3 mondes. La cosmogonie des 3 mondes, c'est une théorie qui a été établie par un chercheur péruvien qui s'appelle Jesus Gamarra et qui lui aussi s'appuie sur la doctrine du temps cyclique et qualifié des anciennes civilisations. Donc le premier monde, c'est l'âge d'argent, le second monde, c'est l'âge d'airain et le troisième monde, c'est l'âge de fer. Et donc, ces vestiges qui contiennent les Cartrutz appartiendraient, selon nous, à l'âge d'argent.
Et donc, ce seraient des vestiges qui auraient été réalisés par l'humanité de ce cycle cosmique et qui seraient donc beaucoup plus anciennes. Ces vestiges seraient beaucoup plus anciens que l'Antiquité officiellement admise, car l'Antiquité admise par la science, on va dire, remonte à plus ou moins 6000 ans et pas plus, tandis que dans la conception traditionnelle du temps cyclique et qualifié, ce qu'on appelle la préhistoire, entre guillemets, débute seulement au début de l'âge de fer. Et donc, il y aurait, dans la conception du temps cyclique et qualifié, deux anciens cycles cosmiques qui ne sont pas pris en considération par l'archéologie moderne et la science moderne en général. Et donc, quand je dis que je replace ces vestiges dans une perspective traditionnelle, c'est-à-dire que je les replace en me basant sur les connaissances des sciences sacrées des anciennes civilisations, qu'on appelle les civilisations traditionnelles, qui ont un ensemble de connaissances qui se basent non pas seulement sur le monde physique, mais ce sont plutôt des sciences sacrées, considérées comme sacrées, des sciences spirituelles qui remontent, on peut dire, jusqu'à l'unité purement spirituelle et métaphysique de la manifestation cosmique ou de la création. C'est-à-dire que ce sont des sciences qui ne perdent jamais de point de vue l'origine du monde et de l'humanité, et que cette origine n'est pas simplement matérielle comme le conçoit la science moderne, qui est une science qui s'arrête au monde physique, mais une science qu'on appelle métaphysique, c'est-à-dire un ensemble de connaissances toutes reliées ensemble et qui ne perdent jamais le point de vue spirituel, on pourrait dire, l'origine du monde et de l'humanité. Et donc, la science sacrée ne s'oppose pas véritablement à la science moderne. C'est juste que son domaine d'étude n'appartient pas au même niveau. Ce sont des sciences qui n'appartiennent pas au même domaine. On peut dire que la science moderne, c'est une science du monde matériel et physique, tandis que la science sacrée, les sciences sacrées remontent justement au point de vue spirituel, on pourrait dire. Ouais. C'est la grande différence qu'il y a entre la science moderne et la science sacrée des anciens. La science sacrée, on peut par exemple citer la métaphysique ou l'ésotérisme, c'est la même chose. Il y a aussi la cosmogonie, qui est la science sur la création du monde ou sur sa manifestation. Il y a aussi le symbolisme. Il y a aussi la cyclologie. Ça, c'est l'étude du temps cyclique et qualifié. Et alors, toutes ces sciences sont reliées ensemble. Et on peut dire que ce sont des sciences sur la connaissance de l'être et du monde et qui sont reliées donc à ce qu'on appelle en métaphysique le principe ou à Dieu en termes théologiques. D'accord. Donc là, c'est ça. En fait, si je comprends bien, il y a eu un monde, on appartient à un monde très dans la matière, et plus on se recule dans le temps, moins ils étaient donc dans cette matière, et ils étaient dans autre chose, dans le... Oui, on pourrait voir ça comme ça. Là, on se réfère plus à la cosmogonie, c'est-à-dire à la science qui étudie la manifestation du monde ou sa création à partir d'une unité, d'un principe spirituel qui est quant à lui immatériel. Et alors effectivement, au plus le temps s'écoule, au plus le temps passe, au plus le monde et l'humanité s'éloignent de ce principe spirituel immatériel. Et en s'éloignant de ce principe, on peut dire que le monde se solidifie, pour reprendre le terme de solidification du monde, qui a été développé par un auteur de la tradition qui s'appelle René Guénon. Et donc, on peut dire que la solidification correspond à un éloignement de Dieu ou du principe au cours du temps, et que cela se manifeste dans le monde, dans la matière, par le fait que cette matière se solidifie, on pourrait dire, au cours du temps, tout comme l'homme lui-même s'éloigne de l'esprit et du principe et devient de moins en moins spirituel au cours du temps.
Et donc l'âge d'or correspond à un état paradisiaque, on va dire, où les êtres humains, l'humanité était pleinement dans le principe, on va dire. Elle était Mais purement spirituelle. Et ensuite, entre chaque cycle, il y a de grandes déflagrations, de grandes catastrophes qui séparent chaque grand cycle. Et à chaque fois qu'on descend dans les cycles, que le temps passe, on s'éloigne de plus en plus de cet âge d'or primordial. d'accord. Et je voulais faire un petit donc sur ce graphique, il y a donc entre l'âge d'or et l'âge d'argent, il y a une phase de euh, descente dans le corps, en fait, dans la matière. Oui, c'est la chute, hein. La chute qui est relatée dans toutes les traditions du monde, par exemple dans la tradition chrétienne. C'est exprimé, évidemment, cette chute est exprimée dans les textes sacrés de manière symbolique, puisque les textes sacrés sont un langage symbolique, mais dans toutes les traditions du monde, dans toutes les cosmogonies, justement, du monde, qui sont exprimées de façon allégorique, on pourrait dire, et spirituelle aussi. Cette chute est relatée, donc c'est l'éloignement de Dieu ou du principe au cours du temps. Et donc chaque grand cycle est séparé par de grandes catastrophes, on va dire, entre chaque cycle cosmique. Et donc moi, je pense que les vestiges que je vous ai montrés dans la vidéo, les vestiges troglodytiques et à l'aspect de pâte à modeler pourraient correspondre à l'âge d'argent, tandis que les vestiges mégalithiques correspondraient aux vestiges de l'âge d'airain et les vestiges en blocs de plus petite taille correspondraient donc à l'âge de fer. Mhm. Et donc cela correspond à la théorie des trois mondes établie par Jesús Gamarra, où lui aussi, dans son travail, il a repéré qu'un peu partout sur la planète, il y a trois grands styles d'architecture différents à distinguer. Et le premier style d'architecture, lui, il l'appelle l'architecture du monde Anan Pacha. Le second style d'architecture, qui est mégalithique, il l'appelle Uran Pacha. Et le troisième style d'architecture cellulaire de plus petite taille, il l'appelle Ukun Pacha. Donc, ça correspond également à l'âge d'argent, pardon, l'âge d'airain et l'âge de fer de la cyclologie, D'accord. des anciens Grecs, pardon. D'accord. Donc là, nous, avec les Cartrust et certains ensembles troglodytes qu'on retrouve à côté de ces Cartrust, on serait dans l'âge d'argent, ce qui correspond à peu près donc dans ce schéma proposé par Jean Fort aux alentours de moins 20 000 avant notre ère jusqu'à moins 12 000, c'est-à-dire un petit peu ce qu'on appelle après la chute de l'Atlantide ou la catastrophe qui aurait un petit peu tout ravagé aux alentours des moins 12 000. Donc la fin de l'âge d'argent et le début de l'âge d'airain. Oui, c'est la catastrophe relatée par Platon, hein, avec le déluge de l'Atlantide. Ça pourrait effectivement correspondre avec le début de l'âge d'airain, comme tu le dis. Et alors, Jean Fort, il nous donne des dates. Moi, je les trouve très pertinentes, certainement proches de la réalité, mais il ne faut pas non plus en conclure que c'est peut-être exactement ces dates-là. Ouais. Oui. Mais les dates qu'il nous donne, donc c'est en année solaire actuelle. Mais par exemple, Jesús Gamarra, il nous dit que durant l'âge d'argent, la Terre était plus proche du Soleil qu'elle ne l'est actuellement, et que le cycle de la Terre autour du Soleil à cette époque était de 225 jours, tandis que dans l'âge d'airain, il était de 260 jours, et actuellement, donc, il est de 365 jours. Donc, il y aurait également un éloignement de la Terre du Soleil au cours du temps. Et alors, symboliquement, le Soleil représente l'esprit. Et donc, ça donne beaucoup de sens aussi symboliquement, cet éloignement de la Terre, de l'orbite terrestre autour du Soleil au cours du temps. L'homme s'éloigne de l'esprit et le Soleil symbolise l'esprit. Donc, ça pourrait, d'une certaine manière, correspondre tout du moins à une certaine réalité.
Et ouais, ouais, ok, très bien. Alors, on pourrait peut-être aussi parler du fait que pour les auteurs de la tradition et dans tous les textes sacrés, on nous relate que la perfection de l'humanité se trouve toujours en début du cycle et qu'au cours du cycle, l'humanité s'éloigne de l'esprit, de l'intellect, donc elle dégénère en quelque sorte tout au long du cycle, depuis le début jusqu'à sa fin, et donc que l'humanité des cycles protohistoriques de l'âge d'argent et de l'âge d'airain avait certainement des facultés, des capacités psychospirituelles pour interagir plus directement avec le monde matériel, mais aussi avec l'esprit. Et donc, ça pourrait aussi expliquer le fait que ces vestiges sont aussi extraordinaires et qu'on remarque assez facilement qu'ils ne correspondent pas avec des réalisations qui auraient pu être faites à l'aide de marteaux et de burets, d'outils archaïques et primitifs, on va dire, mais qu'ils résultent plutôt de techniques qu'on ne peut pas exactement expliquer à notre époque. Et cela est sûrement dû au fait que par le passé, comme l'explique René Guénon, la figure du monde était différente, ainsi que la matière qui était plus malléable. Et cela explique certainement le fait que ces réalisations nous paraissent aujourd'hui véritablement extraordinaires et qu'on se pose beaucoup de questions sur la façon dont elles ont été réalisées, tout ça. Et donc, les sciences sacrées nous permettent non pas d'expliquer dans les moindres détails comment ont été réalisés ces vestiges, mais nous donnent du moins une idée en nous expliquant que l'humanité chute au cours du temps et que le monde se solidifie. Et donc, l'humanité qui a réalisé ces vestiges avait des capacités supérieures à l'humanité du cycle actuel qui est plus déchue et qui a dû recourir à l'utilisation d'outils afin de travailler la matière, etc. Tandis que par le passé, il est probable que les anciennes humanités avaient beaucoup plus de facilité à travailler la matière plus directement, voire même sans l'aide d'outils, avec des facultés psychospirituelles plus élevées que l'humanité du cycle actuel. Et oui, donc ouais, c'est ça. Oui, ils avaient une interaction avec cette matière, avec cette nature, beaucoup plus directe en fait. Oui, c'est Et, ça. et certainement donc qui pouvaient agir et se confondre avec cette nature et donc agir avec cette nature Oui. à travers elle Moi et voilà. je Et pense, plus on est passé, plus on a oublié, on s'est éloigné de cette interaction avec la nature et pour en arriver juste dans un monde complètement matériel de nos jours, quoi. oui, Et avec quasiment plus aucune connexion avec cet c'est âge ça, d'or, c'est ça. si ce n'est quelques pratiquants un petit peu de haut niveau Oui, qui arrivent à on atteindre peut, encore des états peut-être se rapprochant de cet âge d'or. oui. On peut dire que les connaissances traditionnelles, donc les sciences sacrées, se sont tout de même transmises tout au long de l'histoire de l'humanité à travers justement les traditions spirituelles, les grandes traditions spirituelles, mais ce sont des connaissances qui se sont transmises de manière symbolique. Alors pour comprendre ces connaissances, il faut les comprendre justement en esprit et comprendre ce qu'est un symbole pour pouvoir comprendre justement toutes ces connaissances qui se sont transmises, car si on ne possède pas cette faculté de comprendre ce qu'est un symbole, on comprend juste les textes sacrés de façon littéraliste et matérialiste, mais on ne peut donc pas véritablement en comprendre le sens profond. C'est ce qu'on appelle l'ésotérisme. C'est dans l'ésotérisme que c'est véhiculé toutes ces connaissances anciennes depuis l'aube de l'humanité jusqu'à notre époque. Et l'ésotérisme à notre époque, plus que jamais, n'est vraiment plus bien compris. Et il a aussi été combattu à toutes les époques par les églises officielles, on va dire, par l'exotérisme, qui ne comprenait plus le sens profond des enseignements que recèlent les textes sacrés.
Mais tout de même, il y a des auteurs comme justement René Guénon ou Titus Burckhardt ou Fritjof Schuon qui ont ces dernières décennies, on pourrait dire, revivifié un petit peu toutes ces connaissances traditionnelles dans leurs œuvres et nous ont permis tout de même de nous en offrir encore à l'heure actuelle une très bonne compréhension. Ouais, ça reste très, j'allais dire très marginal comme lecture. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît tous ces Oui. ouvrages et qui connaît tout ça. J'ai plutôt l'impression qu'on veut nous cacher un petit peu tout ça et nous éloigner justement de cette connaissance qui pourrait nous relier à, un- à cet âge d'or ou à une connexion, enfin qu'on veut éviter ces connexions-là. Au Euh, paradis. mais oui, il y a encore, on trouve des ouvrages qui parlent de ça. On peut retrouver, on partagera après ton site internet, mais tous les internautes pourront retrouver toutes ces informations plus en détail sur ton site parce que tu fais le focus sur certains passages de ces lectures. Et donc, ça, c'est vrai que c'est peut-être plus abordable au lieu de lire un livre en entier. C'est vrai que tu fais des focus intéressants sur des passages pour nous expliquer tout ça. Et donc Mais voilà. ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces connaissances sacrées ont toujours été réservées à une petite élite, en fait. Vraiment, les connaissances initiatiques, on va dire, étaient réservées à une élite, au clergé, on va dire. Et Mhm. alors, à côté de ça, il y avait des connaissances un petit peu pour les autres castes, hein, parce que les sociétés traditionnelles sont établies en castes, hein. Il y a la caste des prêtres, ensuite les guerriers, et puis les artisans. Et donc, pour chaque caste, il y avait des données traditionnelles qui étaient fournies, mais alors les connaissances véritablement initiatiques et ésotériques étaient réservées à l'élite spirituelle et intellectuelle de la société. Et alors, voilà, ces connaissances sont quand même parvenues à se transmettre au cours du temps, car l'ésotérisme, lui, il est universel, il est supra-humain, on dit. Il dépasse la subjectivité des hommes, on pourrait dire, tandis que l'exotérisme, lui, il est soumis à la dégradation du temps. Lui, il décline au cours du temps. L'exotérisme, c'est une forme, tandis que l'ésotérisme, c'est une connaissance spirituelle et informelle et universelle qui traverse les époques. C'est le symbolisme, par exemple, de l'arche qui flotte sur l'eau durant les déluges. D'accord. Et donc, pour revenir à la matière, hein, puisque nous, on regarde des images, on visite des sites et on marche sur ces pierres, on est vraiment, donc nous, on regarde ce qui reste de tout ça. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire alors de ces sites que tu as visités, de ces traces que tu as pu voir de près et quel est ton ressenti, quelle leur fonction peut-être? Je ne sais pas quelle idée tu te fais de ces traces. Je pense que cette architecture troglodytique proto-historique sont des restes d'architecture sacrée de l'âge d'argent, donc du premier monde, et que sa fonction était de rétablir le lien entre l'homme et Dieu, entre l'homme dans son état de chute et l'homme dans son état originel, paradisiaque. Donc ce sont des sanctuaires dans lesquels se pratiquaient des rituels d'initiation, certainement réservés à la caste des prêtres. Et alors, ces rituels d'initiation, toujours comme aujourd'hui, mais certainement avec une puissance plus élevée, avaient la capacité de faire revenir l'homme de son état de chute à son état paradisiaque originel, à retrouver le paradis, on pourrait dire. Tout comme aujourd'hui, on va, par exemple, dans les cathédrales ou les églises, faire des prières, etc. C'est aussi quelque part pour se retourner vers Dieu, pour retrouver un équilibre, un état paradisiaque. Sauf que là, c'était vraiment l'architecture la plus ancienne de l'humanité. Et peut-être que les cartes donc je vous ai montré dans la vidéo, servaient comme chemin. C'était des chemins initiatiques, on pourrait dire,
C'est des chemins en quelque sorte de procession dans des sanctuaires où les candidats à l'initiation devaient cheminer peut-être dans un chariot, c'est difficile à dire, dans le cadre de rituels d'initiation. Et alors ces cartrotts, comme on le voit, sont très souvent reliés et liés à des cavernes qui, dans les mythes sacrés, sont renseignés non pas comme de simples tombes sépulcrales, mais comme des tombes symboliques et initiatiques, c'est-à-dire des lieux de mort et de renaissance initiatique, des lieux dans lesquels on pratiquait des rituels et où le but de ce rituel, le but de la réalisation spirituelle, c'était de retrouver son origine divine, la partie divine qui est en soi, c'est-à-dire se connaître véritablement, faire la part entre ce qui est subjectif et ce qui est objectif en nous. On dit que c'est le soi universel et le moi temporaire, qu'il faut apprendre à faire la distinction entre les deux, et que l'homme réalisé dans ce genre de rituel d'initiation était celui qui était parvenu à réaliser le soi, donc comme on dit de nos jours, des êtres qui sont parvenus dans un état de gnose, comme on appelle ça. La gnose, c'est la connaissance, et la connaissance, c'est la connaissance de soi. Donc, je pense que ces vestiges étaient donc des vestiges sacrés, des sanctuaires où se pratiquaient des rituels d'initiation. D'accord. Pour garder le contact avec cet âge d'or ou recréer un espace propice Oui. à retrouver cette spiritualité et puis ce monde immatériel justement de l'invisible un peu on pourrait dire aussi hein, Oui, tout à fait. puisqu'avant rien n'était dans la matière même les corps il n'y avait pas de donc a priori c'est ça c'est avant Oui, on dit que l'esprit, donc qui correspond à l'âge d'or, c'était esprit, ouais. L'esprit est immatériel et informel, tandis que tout ce qui est manifesté, tout ce que l'esprit manifeste, prend des formes, prend plusieurs formes. Et donc l'homme, c'est une forme. La mentalité de l'homme, c'est une forme aussi. Le monde matériel est plein de formes, tandis que l'origine de tout est informelle et supramatérielle, supra-individuelle. C'est ce qui est très compliqué à notre époque de concevoir parce que l'homme moderne est devenu très matérialiste, tout comme sa science. La science moderne, comme je le disais, c'est une science qui étudie principalement la physique, tandis que les sciences sacrées, les sciences spirituelles sont des sciences qui sont reliées justement au monde immatériel. Et alors, dans les traditions, il y a trois mondes en fait. Il y a le monde de l'esprit, le monde de l'âme et le monde physique, le monde du corps, on pourrait dire. Tandis que la science moderne, elle n'envisage que le monde du corps, voire aussi le monde du psychisme, mais plus rarement. Tandis que les sciences sacrées, elles, établissent le lien, justement, le lien permanent entre ces trois niveaux cosmiques, on pourrait dire, qui sont à la fois en dehors de nous et en nous-mêmes. Et je pense donc je pense que ces vestiges-là servaient à la pratique de rituels d'initiation qui nous permettaient de comprendre un petit peu tout ça et de se relier à notre origine supramatérielle, à l'esprit. Oui, c'est sûr, c'est difficile au jour d'aujourd'hui. Les gens ne croient que j'allais dire, on ne croit que ce qu'on peut voir, que ce qu'on voit. Et les gens en sont là, donc forcément, il y a tout un monde directement. Alors, c'est deux conceptions du monde, deux visions du monde totalement opposées, mais finalement, c'est pas tellement qu'elles sont opposées, c'est que la science moderne est très limitée dans sa conception du monde par rapport aux sciences sacrées qui se relient justement à tout ce qui nous dépasse, à tout ce qui dépasse le monde matériel. La science moderne, elle ne prend en compte que ce qui peut se voir, comme tu le disais,
que ce qui peut se compter, se comptabiliser, Et oui. etc. Tandis que les sciences sacrées renvoient toujours à ce qui dépasse tout ce qui a une forme. Mhm. Et ouais, donc l'importance de retrouver au maximum ces anciens textes sacrés ou ces anciennes références et puis Oui. Et puis d'essayer aussi, on peut par exemple, comme je le fais, replacer justement les vestiges archéologiques dans cette conception des sciences sacrées et qui nous ouvre vers des perspectives véritablement illimitées par rapport à la conception du monde des sciences modernes, qui peuvent être très intéressantes dans leur domaine particulier, mais qui seront toujours limitées par rapport aux sciences sacrées des anciennes civilisations et des civilisations traditionnelles, qui sont contenues principalement et essentiellement dans le mythe sacré, hein, dans les textes sacrés, sous forme d'enseignement symbolique et initiatique. Mhm. Ouais, ouais. Et oui, donc cette interaction entre l'homme et la matière à un niveau beaucoup plus poussé qu'on ne peut même pas à la limite imaginer aujourd'hui, ferait que ben on est en présence de ces vestiges. C'est un peu ça, quoi. Je repense moi à des images comme on a déjà vu ça. Tu en as posté aussi sur tes pages Facebook, sur tes sites. Ces traces de doigts, par exemple, qu'on voit des fois sur des parois rocheuses Oui. ou sur d'autres sites, c'est comme si on avait pris une boule de glace. Hein, c'est cette image d'une cuillère qui prend une boule de glace et puis qui enlève une partie. Bon, ben, on voit des formes comme ça aussi dans plusieurs vestiges. Je collerai des photos pour illustrer tout ça, mais tu vois très bien de quoi je parle et C'est ce donc que, on en est un petit peu là, quoi. Si on arrive à faire des traces de doigts dans une montagne, on peut aussi à un autre niveau dessiner ou modeler même à la main peut-être, ou j'en sais rien. Voilà, rendre la matière plus molle, comme on disait, hein, agir c'est sur la matière. c'est ce que j'appelle les traces de pâte à modeler qu'on Ouais, peut trouver justement parmi les vestiges proto-historiques de l'âge d'argent, et mais ouais. aussi de l'âge d'airain, qui pour moi sont une preuve matérielle que la théorie, entre guillemets, ou plutôt la doctrine de l'éloignement du principe au cours du temps et de la chute peut se vérifier, notamment grâce à des preuves matérielles qui sont inscrites dans la pierre, on pourrait dire. Et Et oui. moi, je pense que les anciens avaient la capacité de travailler la matière d'une façon qui nous dépasse totalement aujourd'hui. D'une part, parce que le fait que la matière elle-même était plus malléable qu'aujourd'hui, et qu'elle se solidifie au cours du temps, pardon, et d'autre part parce que les êtres humains aussi étaient moins solidifiés, moins éloignés de l'esprit, et donc avaient des capacités psychospirituelles supérieures aux facultés psychospirituelles de l'homme d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus déchu et qui a dû avoir recours à l'invention des machines, des outils, etc., pour travailler la matière, tandis qu'avant, il est fort probable que l'humanité proto-historique avait des capacités pour travailler la matière beaucoup plus développées et naturelles, on pourrait dire, que l'homme de notre époque actuelle, donc du cycle de l'âge de fer, qui a dû recourir à des artifices, on pourrait dire, pour pallier, entre guillemets, à la perte de ses capacités psychospirituelles. Le développement des technologies peut être vu comme un palliatif, on pourrait dire, pour remédier au fait que l'homme a perdu ses capacités psychospirituelles au cours du temps. Ouais, ouais, ouais. Eh ben ouais, c'est une approche donc voilà très différente. Hein. On n'est plus là en parlant de burin ou de choses comme ça. Là, voilà, on parle d'autre chose. Justement, d'ailleurs, ces traces de Carthrust ne contiennent aucune trace de burin, hein, comme on peut voir sur certains ouvrages, sur certaines pierres. Là, ces traces sont vraiment lisses. Comme on disait, si une voiture ou si un train était passé dans de la boue et avait laissé ses traces, mais il n'y a pas de traces d'outils, aucune. Et oui, donc cette approche des choses là,
Moi, je trouve que la meilleure pourrait expliquer beaucoup de choses, ouais. Je trouve que la meilleure comparaison qu'on peut faire avec les ornières Cartrodds, c'est des ornières à notre époque de véhicules qui passent dans de la boue. Ouais. Ça ressemble vraiment à ça. Donc Ouais, ça ressemble vraiment à des traces de chariot ou d'un véhicule, on ne sait pas trop quoi, hein, qui est passé dans une matière qui était, on va dire, plus malléable à cette époque, un peu comme de la boue, de la pâte à modeler aujourd'hui, et que cette matière s'est solidifiée au cours du temps. Ça rejoint d'ailleurs un peu le terme de pétrification qu'emploient les géologues pour parler de certains organismes qui se sont solidifiés au cours du temps, hein. C'est vraiment comme une solidification de la matière. Et ces vestiges ressemblent vraiment donc à des vestiges qui auraient été réalisés à une époque où la matière aurait été plus malléable qu'aujourd'hui. Et ça rejoint donc parfaitement ce qui est expliqué dans la doctrine de l'éloignement du principe ou de Dieu au cours du temps, qu'on retrouve dans toutes les mythologies du monde, hein, mais expliqué de façon symbolique, bien sûr. Ce n'est pas expliqué littéralement mot pour mot, mais il faut comprendre tout ça en esprit. Il faut comprendre ce qui est un symbole et le langage symbolique. Ouais. En tout cas, c'est une autre approche, c'est une autre idée, c'est autre chose à creuser, à se renseigner dessus pour nos amis qui nous suivent et puis qui veulent penser à tout ça. Et donc, on va revenir sur le terrain là, et par rapport à un site que tu as visité à Cerviteri, par exemple, on voit sur ce site et tu nous le montres que, et ben là encore, il y a une superposition de périodes et une superposition de styles. Je ferai défiler des images en bas pour illustrer. Mais donc, on est vraiment là dans un âge de caverne avec ces vias tracées dans la montagne et ces cavernes à droite à gauche, ces Carthrust aussi au milieu et puis juste à côté des bâtiments étrusques, hein, une nécropole étrusque bâtie à côté ou sur même le site. Je te laisse. Oui. Ben, effectivement, je pense que les vestiges de l'âge d'argent, donc les vestiges troglodytiques, sont surmontés d'un autre type d'architecture qui appartiendrait, lui, soit à l'âge d'airain, soit à l'âge de fer, et parfois même on trouve les trois différents styles d'architecture sur des mêmes sites. Je pense notamment, par exemple, le Machu Picchu ou Sacsayhuaman, où il y a pas mal de sites dans le monde où on trouve au moins trois grands différents styles d'architecture. Et alors, les blocs de l'âge d'airain surmontent ou entourent les restes des vestiges troglodytiques de l'âge d'argent. Et alors aussi, les vestiges de l'âge de fer, eux, surmontent aussi parfois les vestiges de l'âge d'airain. Donc, on trouve, comme tu le dis, une superposition de différents styles d'architecture au cours du temps, car les peuples traditionnels, à toutes les époques, jusqu'au Moyen Âge, on va dire, étaient capables de repérer l'architecture sacrée des anciennes civilisations qui les avaient précédées. Et donc, comme l'architecture était sacrée, ils ont également récupéré ces sites et les ont vénérés, on pourrait dire. Ils ont transmis la sacralité du lieu à travers le temps en ajoutant leurs propres constructions, etc. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que peut-être la fonction de ces vestiges a elle aussi pu changer au cours du temps. D'une fonction purement initiatique au début du cycle, les vestiges ont pu se transformer, la fonction des vestiges a pu changer au cours du temps pour devenir souvent de simples tombes sépulcrales ou bien carrément même parfois des maisons d'habitation ou des pièces pour ranger des objets, etc. On pourrait dire qu'ils ont de plus en plus été profanés au cours du temps, ces vestiges. Et aujourd'hui, ces vestiges troglodytiques, par exemple en Sicile, il en existe qui sont complètement abandonnés et où les gens jettent leurs déchets, etc. C'est vraiment Mais comme pas mal de sites, hein, moi je suis là, ça me fait penser directement à cette superposition dont tu nous parles aussi, à un site à Calais. Hein, j'aurai l'occasion d'en faire une capsule aussi pour parler des troglodytes de Calais. Donc ces caves dont tu parles
très très ancienne. On retrouve également des Kartrust à Calès, donc au milieu de ces vestiges de cavernes, il y a des Kartrust. Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a la voie datée du Moyen Âge recouvre ces Kartrust en fait. Et la partie où on voit des Kartrust, c'est juste 5 mètres. Et après, tout le reste, c'est recouvert par cette voie du Moyen Âge. Donc, comme tout à l'heure, tu disais que à une certaine époque, certaines personnes avaient récupéré ces lieux pour être dans la continuité de ces lieux. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'au lieu d'être dans la continuité de ces lieux, ils ont essayé de nous cacher les choses, au contraire. Mais bon, ça, c'est une vision que moi j'ai, mais j'ai l'impression que souvent, quand ces points d'énergie là dont on parle, ou ces points en relation avec ces énergies-là, ils ont été accaparés. On est venu soit construire des églises sur des menhirs, sur des dolmens, donc à des points d'énergie, ou sur d'autres d'anciens lieux de culte. Mais je sais pas si on n'est pas venu recouvrir ça pour cacher plutôt que pour transmettre. Mais bon. Moi, est-ce que ces plans ont été entretenus ou dégradés? Je pense que les deux existent en fait. Il y a certaines époques où on a plutôt cassé ces anciens vestiges et d'autres époques plus proches de la tradition justement où on a récupéré ces lieux et on les a sacralisés à nouveau, etc. Mais effectivement, vers la fin du cycle, donc il y a toujours une décadence spirituelle et la profanation qui monte, le matérialisme. Et donc ces vestiges ont aussi également souvent subi de grandes dégradations, etc. au cours du temps. Et notamment, il y en a beaucoup qui ont été transformés en carrières déjà depuis l'Antiquité. C'est ça. C'est ça. Je travaille aussi sur une vidéo là. Je fais un petit crochet, mais sur une vidéo sur Karnak. Et j'apprenais donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les pierres de Karnak carrément servaient, on venait chercher ces pierres pour les casser en petits morceaux et les réutiliser. Donc ils estiment qu'il ne reste que 15% des mégalithes de Karnak. Donc ça veut dire que 85% des mégalithes ont été pris dans ces époques-là, fin 19e, et complètement cassé quoi, enfin pour être réduit à l'état de pierre et servir comme une carrière. Donc c'est comme tu dis, on est sur peut-être une fin de cycle et on n'a plus conscience ça paraît incroyable de détruire des sites comme ça. Oui. C'est la perte du sens du sacré qui se produit tout au cours du cycle. Au plus l'homme s'éloigne de Dieu, au plus il perd le sens du sacré, on pourrait dire. Il ne comprend plus non plus les enseignements ésotériques et métaphysiques. Et alors, ça se traduit par le fait que la société et l'architecture même est de plus en plus profanée. Il n'y a plus que les intérêts bassement matériels qui prennent le dessus. Et à la fin du cycle, quand l'homme est vraiment totalement éloigné de Dieu, ça se traduit toujours par des grandes catastrophes. Tous les mythes anciens relatent des grandes catastrophes dans l'humanité. Et c'est à chaque fois que l'homme s'est détourné de sa tradition et de Dieu, qu'il ne se tourne plus que vers la terre et qu'il a oublié le ciel, on pourrait dire. À la fin, il y a toujours de grandes catastrophes qui viennent achever la fin du cycle. Et la fin du cycle donne aussi lieu au début du cycle suivant, qui est le cycle où l'humanité est le plus proche de Dieu. Et à nouveau, elle repart vers un éloignement. Et tout ça fait partie d'un processus cosmogonique qui nous dépasse tous et qui vient de Dieu lui-même, on pourrait dire. C'est dans l'ordre des choses, on pourrait dire. Guénon nous dit que la somme des déséquilibres finit par rétablir l'équilibre total. Donc, il ne faut pas non plus désespérer parce que, en fait, tout ça est inscrit dans quelque chose qui nous dépasse tous. Et ce quelque chose, justement, c'est l'unité, c'est le principe, c'est l'esprit, c'est Dieu. Donc, je me fais un petit peu le dessin dans la tête, là, avec arriver à quelque chose, à un système complètement aberrant qui n'a plus aucun sens et qui nous pousse donc
à revenir à quelque chose de plus naturel, de plus essentiel, parce que ce Oui. système arrive au bout du bout, comme on dit. Et donc, c'est là aussi où c'est pas juste une fatalité, mais c'est peut-être aussi une chance de se replonger dans ce qui est plus essentiel et ce qui est plus naturel, et nous reconnecter et repartir sur un autre cycle, hein, comme on dit, une autre évolution à partir de quelque chose qui est devenu n'importe quoi. Oui, ben, j'aurais pas mieux dit que toi, hein. Et vraiment, vraiment, la chose importante, c'est de se retourner justement vers les choses essentielles, hein, vers le beau, le vrai, le juste, qui sont des attributs de Dieu, en fait, vers la vérité. Et toutes ces choses-là se sont transmises dans l'art et dans l'architecture, dans les mythes aussi. C'est toute une sagesse, hein, c'est les sciences sacrées, c'est la sagesse traditionnelle qui s'est transmise au cours. Il s'est transmise au cours du temps. Et on a toujours l'opportunité, même à notre époque, de se retourner vers cette sagesse et chacun pourra la comprendre selon son propre niveau intellectuel. Mais on a toujours l'opportunité de choisir de se retourner vers Dieu ou pas. Ça, c'est le libre arbitre de chacun. Ouais, ouais, en tout cas, vers se tourner vers voilà, vers autre chose, vers quelque chose de plus Et s'intéresser aux vestiges archéologiques, tout simplement, comme toi et moi on fait, hein. C'est déjà quelque part se retourner vers notre origine, hein. Ouais, Donc, ouais, ouais. ces pierres nous parlent encore, hein, c'est ce que je dis souvent, quoi, hein. On regarde les alignements de Karnak pour reparler juste de ça, mais ben voilà, les pierres nous parlent encore, hein. Il y en a qui s'occupent de la géométrie sacrée. Alors c'est aussi une science sacrée, la géométrie sacrée. On aura des capsules qui parlent de cette géométrie sacrée avec des gens qui s'intéressent à ça. Mais voilà, ces pierres n'ont pas été placées au hasard. Aujourd'hui, des milliers d'années après, il y a des gens qui calculent et qui se rendent compte qu'elles n'ont pas été placées au hasard et du coup qui se dessinent un autre schéma de compréhension. Et donc voilà, donc ces pierres nous parlent encore, ces cavernes, ces puits aussi que tu montres parfois, c'est tous ces vestiges que les murs polygonaux. Donc voilà, on va voir ça à travers toute cette série de capsules sur différents thèmes. Donc aujourd'hui, ben on a vu ça, les Kartrust avec toi sur ces deux pays, l'Italie et l'Espagne, mais surtout à travers ta vision de ces différents âges et de ces explications que tu nous as données. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci vraiment à toi. Et puis donc les gens les internautes peuvent te retrouver sur ton site Axe Cosmique et puis également sur YouTube, sur Facebook. Donc YouTube où tu as mis pas mal de vidéos, toutes très intéressantes. Moi, je suis un grand fan de tes vidéos. Et donc voilà, on va mettre tous les liens sous la vidéo, hein. Et puis donc, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur ces pages. Et on se retrouvera tous les deux pour une autre capsule pour continuer à parler un petit peu de ces vestiges, plus autour du thème des cavernes, si je me souviens bien, des puits et donc d'autres styles de vestiges. Mais toute la symbolique qui est encodée dans l'architecture sacrée. Oui. Voilà, donc on fera plus c'est ça, un petit focus sur une autre partie de tes recherches. Merci Grégory. Avec plaisir. À très bientôt. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis on vous conseille de vous abonner, hein, à la chaîne pour rien rater aux prochains épisodes et aux prochaines capsules. Voilà, on est parti pour un grand voyage. Allez, on vous dit à très bientôt. Salut Grégory. Salut à tous. Salut à tous. Bonne continuation. Merci, salut.